François Calvé, bonjour. Là, on est à la mairie du Soleil. Vous êtes sénateur, maire du Soleil et premier vice-président de l'agglomération de Perpignan. Est-ce que ça fait pas un peu cumulard d'avoir tout ça, et est-ce qu'on a le temps de tout faire et de s'occuper de ses petits-enfants le cas échéant? Oui, enfin, écoutez, vous commencez par une question. Je dirais, on rentre dans le dur. Ouais. Moi, j'ai toujours été pour le cumul des mandats avec une limite, ce que je peux comprendre. Ce qui devrait, je pense que c'est important, par exemple, pour un sénateur, de pouvoir être maire, par exemple, bon, être élu local, mais être élu local avec des responsabilités, car c'est dans la mairie que je reçois les gens depuis maintenant 20 ans ici au Soleil. Je reçois les gens, je vois les problèmes. Si on veut des parlementaires hors sol, effectivement, on peut avoir des parlementaires hors sol qui seront désignés uniquement par les partis politiques et qui n'auront plus d'attache territoriale. Je crois que l'attache territoriale, c'est extrêmement important, à la fois pour être ancré sur un territoire et en connaître les difficultés et pouvoir les porter un message au niveau national. Ce qui peut être, et en tout cas, j'ai essayé de me l'appliquer un peu à moi-même, ce qui pourrait être fait, c'est qu'effectivement, les indemnités parlementaires, à partir du moment où on a des indemnités parlementaires, on peut exercer la fonction de maire, mais après, ne pas savoir les indemnités de maire, par exemple. Bon, moi, mes indemnités de maire, je les verse à la fondation de l'université. D'ailleurs, je suis très heureux parce que cette année, les trois étudiants à qui j'ai versé mon indemnité durant l'année, enfin, c'est l'université qui a fait le concours et qui les a versés aux trois étudiants solériens, ont été tous les trois reçus. Alors, voilà, et donc On les a pas payés pour rien, quoi. Voilà, ils ont eu 372 euros par mois chacun, Ouais. ce qui leur a permis de pouvoir, ma foi, Faire leurs études de manière un peu détendue, quoi. dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Je crois que voilà, c'est une. Alors, après, bon, moi j'ai de leçons à donner à personne, je reste humble et modeste, mais je pense que cette solution serait beaucoup plus. D'ailleurs, elle serait très économe pour nos finances, pour les finances, puisque les élus qui seraient en même temps sénateurs n'auraient pas d'indemnité sur le territoire, ce qui moi, me paraît normal dans un moment où il faut faire un effort. Mais les déconnecter du territoire ne nous empêchez pas de travailler, ne nous empêchez pas d'aimer notre territoire, ne nous empêchez pas de porter à Paris les vrais problèmes que rencontrent les gens dans notre milieu rural. Le milieu rural est déjà si oublié à Paris, si oublié dans les lois qui sont des lois bien souvent, d'ailleurs que ce soit un gouvernement ou un autre, qui sont faites pour Paris et l'Île-de-France. Et la loi NOTRe, est-ce qu'elle redistribue mieux ou pas? Parce que justement, la dernière loi de décentralisation, c'est celle-là. Est-ce qu'elle aide ou est-ce qu'elle finit à coup de chaussure la décentralisation? Je crois qu'au contraire, elle ne donne pas de nouvelles vraiment compétences décentralisées. La vraie décentralisation, c'était celle qu'avait entamée Gaston Defferre, il faut bien le reconnaître. Oui, donc qui était un socialiste, voilà. Autant les socialistes étaient de gauche. Tout à fait. Mais voilà, et depuis, malheureusement, on assiste, même avec la loi NOTRe, à une recentralisation, à un retour du jacobinisme très très important, et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour nos territoires de voir s'éloigner au contraire les centres de décision. Alors, on a justement par rapport au territoire une grande évolution. Ici, on est entre deux grandes potentielles évolutions. C'est-à-dire que d'un côté, la région devient plus grande, elle double, donc, et on change de capitale qui est Toulouse. Et de l'autre, on a peut-être une Catalogne qui va vers son indépendance. Comme dirait la chanson, et moi, et moi, et moi, enfin, et nous, et nous, et nous. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Quelle est la potentialité de ce territoire et comment les cartes seraient redistribuées à ce niveau-là, entre la Catalogne indépendante et la méta-région?
Alors, si vous nous mettez dans l'hypothèse où la Catalogne serait indépendante, et bien sûr la région qui, elle, va donc dès le 1er janvier, la grande région qui va gérer beaucoup de compétences, mais je pense que nous avons un grand rôle à jouer. D'abord, sur le plan de la région, je dirais que le fait de s'être transformé en communauté urbaine nous place comme la troisième aire urbaine au niveau de cette grande région, après Toulouse et Montpellier, et que parallèlement, nous serons toujours ce point de passage dans cette région, encore plus qu'avant, que ce soit pour les autoroutes, que ce soit pour le TGV, pour traverser les Pyrénées. Nous sommes un département dans lequel il y a un potentiel très important. Et notre potentiel très important, il s'inscrit dans une démarche européenne transfrontalière. Je ne veux pas rappeler ici la mise en service de l'hôpital transfrontalier, je ne veux pas rappeler ici les stations d'épuration que nous avons pu faire avec Pucerda pour nettoyer le Sègre, affluent de l'Èbre. Je ne veux pas rappeler l'abattoir transfrontalier, je ne veux pas rappeler tous ces sujets. Mais il y a beaucoup de sujets communs dans lesquels nous pourrions effectivement jouer un rôle très important, à la fois d'intermédiaire et de facilitateur, et en même temps aussi de pont avec, bien sûr, l'ensemble des régions européennes, parce que nous sommes ce passage obligé. Le point essentiel, c'est de savoir comment on arrête les gens. Comment oui, il ne faut pas qu'ils fassent que passer, quoi. Voilà, et il ne suffit pas que l'on nous passe de... Parce que le TGV, là, par exemple, voilà, bon, on passe. Voilà, et donc c'est pour cela que nous préconisons un certain nombre de mesures qui permettent à ce territoire d'être extrêmement attractif, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière, bien sûr, d'environnement, mais nous aurons sûrement l'occasion d'y revenir. Alors, quand on s'était vu, ben ça remonte, hein, c'est une interview qui a peut-être 1 an ou plus, il y avait en gestation un projet de territoire de votre part pour toute l'agglomération. On n'avait pas encore vos titres, si je puis dire, à l'agglomération. Maintenant, on sait que vous êtes premier vice-président en charge de ce développement. Et bon, les bonnes ou les mauvaises langues racontent qu'en fait, le vrai patron de l'agglo, c'est vous, parce que Pujol a pas le temps d'y être, etc. Mais vous me direz le contraire, parce que on peut pas le dire en vrai, mais bon, voilà ce qui se dit. Résultat des courses, le projet pour notre territoire est achevé, etc. Et l'Union européenne compte y verser quand même quelques milliards dessus. Alors on va le mettre... Ah, mon Dieu, qu'il est lourd. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Faites-nous la bande-annonce, François Calvet. Alors d'abord, vous dire que dans la nouvelle gouvernance de l'agglomération, nous travaillons très bien ensemble, que ce soit avec Jean-Marc Pujol, que ce soit avec Bernard Dupont et l'ensemble des vice-présidents. Bien sûr que j'essaye d'y jouer un rôle important. J'y ai ma place. Et je dois dire que Jean-Marc Pujol me donne toute l'attitude pour réaliser, pour mettre en œuvre les projets et notamment pour réaliser ce projet de territoire. Dans ce projet de territoire, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu se poser la question d'abord, et c'est la question qu'on est allé poser à chacune des communes, de savoir comment on pouvait rendre chaque parcelle de ce territoire, chaque mètre carré de ce territoire plus attractif. Voilà. Et comment on pouvait attirer chez nous, de par l'extérieur, les personnes. Alors on a travaillé à la fois par secteur, je dirais tout le littoral. On a travaillé avec les petits territoires, les petites régions naturelles, les bassins de vie, je dirais, comme l'Agly, comme le Ribéral, comme le sud de Perpignan, comme le centre-ville, que nous avons appelé, baptisé cœur d'agglomération, avec une politique spécifique pour chaque cœur de ville. Bien, nous avons donc, bien sûr, un projet fédérateur, qui est le projet des Berges de la Tête, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure,
qui est en train de prendre son ampleur, puisqu'il se transforme en projet transfrontalier. Et donc, tout ceci, et puis le développement économique, bien évidemment, avec sortir de la spécialisation des zones, qui finalement, cette spécialisation a empêché l'accès au terrain pour beaucoup d'industriels, et donc nous avons débloqué beaucoup de situations. Et puis, voilà, donner une nouvelle respiration à ce territoire. Alors avec l'implantation de l'université dans le centre-ville, un nouveau contrat de politique de la ville que nous avons signé, un contrat que nous avons signé avec la région, un travail en commun avec le département et pour lequel nous avons réglé à la fois le problème de transport qui traînait et voir comment on peut éviter les doublons de transport, comment on peut... On en avait parlé dans une conférence avec Olivier Roucan, voilà, notamment. Donc, voilà, on en avait parlé et c'est une affaire maintenant qui a été... Vous plaignez déjà que, bon, il y avait... des transports qui faisaient la même chose, donc ça ne servait à rien. Donc ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Et bien sûr, nous avançons vers une mutualisation de ces transports et nous avançons avec le département vers une convention qui nous permette de travailler sur plusieurs sujets. Et donc, nous aurons une rencontre encore bientôt pour avancer sur ces sujets. Avec la région, c'est fait. Nous avons un contrat de territoire avec la région aussi, un contrat où nous émargeons un contrat territorial. Nous avons déjà reçu un certain nombre de points sur lesquels nos dossiers ont été retenus. Et bien sûr, nous travaillons ensemble et nous participons au contrat de plan, notamment par le financement de l'université, qui se trouve en bonne place, parce que l'université joue et jouera un rôle primordial pour le développement de notre territoire. La matière grise doit avoir une grande place pour que l'on puisse installer des entreprises, profiter des recherches qui sont faites à l'université, mettre bien en relation l'économie, et Laurent Gauze s'en occupe parfaitement et avance dans ce sujet avec de nouvelles méthodes, avec tout un tas de nouvelles façons de travailler. Hein, voilà. Donc, nous avons ici, par exemple, créé une pépinière d'entreprise au Soleil, à partir d'IDEM, soutenue par l'agglomération. Et ça, c'est tout à fait une nouveauté. C'est quelque chose que je n'avais pas pu faire avant et que Jean-Marc Pujol m'a permis de faire. Voilà, et il en a compris tout le sens avec ce pôle multimédia autour de l'image, etc. Bon. Donc il y a tout un tas d'évolutions de ce territoire qui vont donner un sens à notre développement. Voilà. Moi, j'y crois beaucoup. Je me passionnais des projets du territoire. Je me passionnais bien sûr de ce pays. Vous savez, j'étais samedi au Congrès des maires. Hier, j'étais à la fête de la pomme à Cambodge. Quel beau pays, quoi. Quel beau pays. Voilà. Alors, sur les potentialités du département, enfin, on parle pas de département, mais bon, l'agglo est tellement grande qu'elle bouffe la plaine du Roussillon, donc de toute manière, on peut quasiment parler de département. On n'en a jamais douté un seul moment, mais par exemple sur l'université, c'est quoi financièrement ce qui change? Parce qu'au début, Perpignan versait que 20 000 euros, je crois, non, 50 000 euros, enfin bon, bref, une misère, et l'agglo à peine plus. Là, à combien on passe en augmentation en pourcentage? Et au-delà, est-ce que livrer l'université qu'aux entreprises, c'est pas un peu facile? Ça, c'est le gauchiste qui crie en moi. Oui, mais bon, peut-être, mais enfin, je pense que la base d'un développement, c'est quand même l'entreprise. Hein, et il faut de plus en plus connecter et à la fois les formations, c'est un outil de formation très important. Il faut donc connecter les formations avec le développement. Et donc, le développement, c'est quand même la base pérenne et solide
place de territoire, c'est l'entreprise. Il ne faut pas qu'on se trompe quand même. Hein. Et le Premier ministre l'a dit, M. Macron l'a dit. Ah oui, donc que ces deux-là le disent, mais bientôt ils sont chez vous, ils sont républicains. Vous parlez un cri gauchiste, mais je vous dis quand même que ces personnes, en tout cas pour l'instant... Mais que les gens de droite disent comme M. Macron ou M. Weiss le disent, ça ne m'étonne pas. Oui, mais moi je pense qu'ils ont raison. Voilà. Donc je pense qu'ils ont raison. Aujourd'hui, il faut évoluer. Il y a une évolution dans tous les partis politiques, je pense, quels qu'ils soient, parce qu'on voit bien que la place de l'entreprise est quelque chose de fondamental. Ceci étant, l'université, nous y travaillons énormément. Nous allons, par exemple, nous impliquons l'université. Nous avons, alors vous me disiez, il y avait peut-être 50 000 euros. Bon, moi je viens vous dire de suite que dans le contrat de plan, nous nous sommes engagés, par exemple, sur un certain nombre d'actions, à plus d'1,7 million d'euros sur des formations très directement. Et nous avons la construction de l'université en centre-ville, c'est plus de 7 millions d'euros. Là, l'agglomération a déjà voté 1 million d'euros de subventions pour la ville de Perpignan pour réaliser ce projet et peut-être serons-nous amenés à aller plus loin. Mais il faudra bien sûr qu'on aille plus loin. Et parallèlement, dans la politique de la ville, qui ressort maintenant de l'agglomération, depuis la loi Lamy, nous accompagnons le mouvement au niveau... Parce que l'université, c'est pas tout de construire des locaux. Oui. Il faut qu'elle s'installe, il faut qu'elle soit installée, il faut que dans de bonnes conditions, il y a des problèmes de parking, il y a des problèmes de circulation. Il y a des problèmes aussi de confrontation, un peu entre guillemets. Comme on dit à l'Institut Jean Vigo, voilà, avec tout un tas de... tout à fait, avec tout un tas de... Bon, voilà, on va installer, on ne peut pas planter une université, il y aura des étudiants, quels étudiants, comment... Voilà, remettre l'université au centre-ville, ça ne marchera qu'à partir du moment où on aura 1000 étudiants qui seront, parce qu'en dessous, ça sera esthétique, ça sera bien, on fera marcher la construction, mais pas plus. Pour qu'ils réénergétisent le centre-ville, il faut qu'à minima, il y ait une masse critique de 1000. Quand est-ce qu'on aura ça ? Alors, moi, je ne vois pas les choses tout à fait comme vous, simplement. Je pense que ce qui est important, c'est d'éclater un peu les différentes formations dans plusieurs quartiers. Moi, je crois, par exemple, qu'on peut avoir une école d'ingénieurs qui s'installe à tel endroit, une autre à tel autre, de la formation ici, etc. Il faut irriguer tous les quartiers, car ce ne sera pas une bonne chose. Ce ne serait pas une bonne chose, à mon avis, de concentrer uniquement. Alors, il peut y avoir un noyau un peu plus dur, ça, je peux le comprendre, mais... la matière grise, si elle ne va pas dans tous les quartiers, si elle n'irrigue pas, c'est comme le cerveau, il faut irriguer toutes les artères. Et donc, je pense que c'est très important cette conception. Alors, c'est vrai que d'autres disent, voilà, on est obligé d'avoir un gros... Moi, je ne suis pas pour ça. Je pense que c'est une vraie politique de la ville. Si on veut retisser de vrais liens, les vrais liens sociaux, si on veut retisser... et regagner petit à petit, reconquérir tous ces quartiers petit à petit, que ce soit en matière de rénovation, où il y a quand même eu, avec l'ANRU, beaucoup de choses qui ne sont pas... D'ailleurs, je reproche qu'on n'ait pas fait le bilan de l'ANRU sur Perpignan, car bon, voilà, ce sont des choses qu'on peut mettre au crédit de Jean-Paul Alduy, d'ailleurs. On ira jusque-là, allez, soyons fous, des choses au crédit. Bien sûr, parce que ça a été un travail très important dans chacun des quartiers. Il y a tous les stades qui ont été faits, les restructurations d'un certain nombre de cités. Bon, alors tout n'est pas peut-être parfait, mais enfin, il y a eu un travail de fait. Et autour de ce travail, quand on installe l'école infirmière, on va faire même avec les problèmes que ça peut poser. C'est très important parce que c'est un équipement structurant et en même temps, c'est une très bonne chose pour ces quartiers, pour recréer de la mixité sociale. Donc il faut avoir un développement. Alors il faut faire bien sûr ce que nous faisons petit à petit et le recensement des locaux libres, et un travail sur le foncier, sur le patrimoine. Pour faire ce travail sur le foncier, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière d'environnement, que ce soit en matière d'économie, nous avons, et cet après-midi d'ailleurs, nous allons
signé cette convention avec Madame la préfète qui nous a beaucoup aidé, ses services qui nous ont beaucoup aidé. Nous avons contractualisé avec les établissements publics fonciers, que ce soit le régional, que ce soit le local. Nous n'avions pas d'accès à Montpellier pour l'établissement public régional, alors que nous versons 1,5 million par an de taxes spéciales d'équipement depuis plus de 10 ans à cet organisme, sans qu'il y ait de retour. Sans qu'il y ait quasiment aucun retour. Et donc nous avons notre établissement local, nous avons fait une convention où l'ensemble des deux établissements s'engagent pour le mandat à verser 33 millions d'euros, à mettre à notre disposition 33 millions d'euros pour acquérir du foncier en matière de logement et nous aider à faire les projets. Donc, sur le logement social, où nous avançons, même si nous avons beaucoup de retard, mais en même temps, il y a eu des progrès importants, puisque nous étions à 200 logements il y a quelques années en production sur ce territoire, et nous sommes pratiquement à 700. Et ensuite, nous avons tout un deuxième volet de cet accord cadre, qui est des crédits pour l'environnement, plus de 2 millions d'euros pour des acquisitions foncières. Par exemple, toutes les berges de la Tête, on va devoir acheter des terrains. Donc, il y aura tout un tas, ou le Bourdigou, par exemple, qui est aussi dans notre... Donc le Bourdigou, il faut rappeler que dans les années 60, c'était une espèce de village autonome et libertaire. Et donc c'est une zone à protéger. Bien sûr. Se sont protégés comme Poli, on a le Bourdigou et il n'y a pas beaucoup, il n'y a peut-être aucun endroit, enfin à ma connaissance, aussi sauvage et intéressant à protéger. Et donc nous y sommes dessus. D'ailleurs, dans l'étude que nous faisons sur la Tête, le Bourdigou en fait partie. Et nous avons ensuite un troisième volet pour lequel nous allons signer encore une autre convention, c'est le volet économie. Donc essayer de voir, voilà. Parce que nous avons acheté beaucoup de terrains sur les comptes directement de l'agglomération, dont nous avons 70 millions en gros de terrains économiques sur notre portefeuille. Il serait bon de les faire porter par l'établissement public foncier qui les porte 8 à 10 ans. Et ensuite, voilà. Alors on peut faire à ce moment-là une prospective foncière, on peut avoir une anticipation qui permet de bien préparer les programmes dans les meilleures conditions et d'ailleurs la construction de logement, bien sûr, je n'ignore pas, est quand même une respiration importante pour nos entreprises du bâtiment. Et Dieu sait si, dans notre département, elles ont un rôle très important. Alors, l'économie, c'est vaste. Quelle économie demanderais-je? Est-ce qu'il y a, on crée les conditions pour, et donc arrive qui arrivera parce qu'on aura été très performant quant aux conditions qu'on propose, ou à l'instar du général de Gaulle, on a un plan quadriennal et on met l'industrie des industries, cette industrie-là, on veut avoir ça, on met d'ailleurs en adéquation l'université pour ça. Est-ce qu'on décide de ce qu'on veut mettre ou on attend que les bonnes conditions, est-ce qu'on a un dirigisme gaullien, si je puis dire, ou alors est-ce qu'on est libéral et on attend que les bonnes âmes se proposent de venir s'installer ici? Alors, c'est difficile de répondre à votre question de façon en se classant sur l'un ou l'autre. C'est des choix politiques totalement différents. Et j'ai même pas parlé du Gosplan léninien. Oui, mais enfin bon, je crois qu'aujourd'hui, l'économie, elle va là où il y a un intérêt. Bon, voilà, il ne faut pas rêver. Nous n'installerons pas des entreprises contre leur gré. Mais nous pouvons faciliter cette installation parce que nous sommes, je le disais tout à l'heure, dans cette nouvelle région, nous serons quand même un lien très important. Alors peut-être des entreprises de Toulouse qui auront une facilité pour aller plus vers Barcelone et qui auront besoin d'avoir ici ou là une entreprise de service, une entreprise. Nous pouvons aussi être
avant une plateforme d'éclatement, même si déjà au boulot nous avons une plateforme importante d'éclatement, mais nous pourrions renforcer disons, cet aspect des choses en recevant, par exemple, tout un tas de marchandises et avoir des Est-ce que clusters. l'idée fut un Voilà. temps que Perpignan et Saint-Charles soient le port sec de Barcelone est réactivable ou Mais a ce n'est plus? pas du tout perdu, puisque vous savez que le port de Barcelone fait partie du conseil d'administration de Saint-Charles-Container, Mhm. donc au terminal, et donc pour lequel nous cherchons des solutions. C'est pas facile parce que alors c'est vrai que sur Saint-Charles c'est très difficile parce que parfois et peux les comprendre, les gens de Saint-Charles quand ils envoient du fret il faut que ça arrive à l'heure et Eh en oui. temps. Bon, c'est pas toujours vrai avec les contraintes de la SNCF d'aujourd'hui. Oui, parce Bon, qu'on avait voilà. aussi ce grand Donc, projet voilà, où tout on à avait fait. un axe Perpignan-Lille avec du fret, et puis finalement, où Eh on en bien, est, pour quoi. le moment, on n'y arrive pas beaucoup. Donc, on est en train de voir comment on pourrait aussi avoir des chargeurs qui viennent, des opérateurs qui viennent pour faire des marchandises éclatées, Mhm. donc des marchandises diverses. Donc, Vous aimez bien vous éclater, si je puis dire, entre oui, l'université en ville et les marchandises éclatées, tout le monde s'éclate, quoi. enfin, on aimerait bien, mais bon, c'est pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais on aimerait au contraire pouvoir, voilà. Je crois que nous sommes une plateforme. Alors Saint-Charles en est un bon exemple, mais nous on est une plateforme qui permet d'ouvrir des réseaux un peu partout et qui donc peut irriguer à la fois bien sûr la France, mais toute l'Allemagne, l'Italie, là voilà, et jusqu'à l'Est. Donc là, il y a vraiment une vocation pour nous parce que nous avons des terrains. Nous sommes encore, par rapport à l'Espagne et à la Catalogne, Mhm. nous avons des terrains et un foncier qui n'est pas cher, contrairement à Mhm. ce qu'on peut penser. Dans les zones économiques, en Espagne, à Pucerda par exemple, moi je vois le prix des terrains peut avoisiner 400 euros le mètre carré Mhm. en terrain industriel. C'est ce que me disait le maire de Pucerda. En bas de Pucerda, ils ont vendu à ce prix. Nous, c'est pas du tout ce prix. On est à 70, 80 euros, 60, 50. Bon, voilà. Donc, on est quand même dans des choses qui. On est capable d'avoir une offre foncière qui sera très intéressante. Et donc, ça peut, bien sûr, ce n'est pas la seule chose, mais le positionnement et le fait qu'on ait les autoroutes, qu'on ait bien sûr le fret TGV quand même qui peut Mhm. passer, etc. Il y a un potentiel extrêmement important de développement possible sur notre territoire départemental et en Mais le particulier potentiel y a l'agglomération. toujours été. Enfin, j'ai un ami qui Oui, termine sa thèse sur le sauf que transfrontalier. petit à petit, si vous voulez, Faut le marquer, faut le transformer, l'essai. petit à Voilà. petit, il faut transformer l'essai et il y a des moments où l'essai, bon, il faut pas trop anticiper, peut-être nous avons parfois anticipé sur certains équipements, mais au bout du compte, je pense Oui, parce que qu'ils seront l'histoire du utiles. TGV et de la gare, c'était une espèce de galette magique. Et avec ça, on allait faire des tas de choses. Et puis, résultat des courses, là, bah, ne serait-ce que le centre d'Allemagne se fatigue, pour pas dire que... Oui, bon, aujourd'hui, il est bien sûr, hein, on peut considérer que la vision était un peu surdimensionnée, mais en même temps, un jour ou l'autre, j'espère le plus tôt possible. Oui, parce que bon, on n'a pas que ça à faire. Oui, et puis surtout, bon, ce sont un portage très compliqué, mais à mon avis, je crois qu'un jour ou l'autre, nous sommes très bien positionnés. Donc, Hmm. à un moment donné, nos chances de développement, elles vont se concrétiser. Et c'est aussi ce que nous avons choisi, être pragmatique dans l'agglomération, viser les projets qui peuvent donner du sens à notre développement et faire en sorte d'installer des entreprises qui donnent une valeur ajoutée
à notre territoire. Je pense que la plateforme d'éclatement que nous serons dans l'avenir va permettre de conserver, de développer ce savoir-faire et cette logistique qui sont la puissance de Saint-Charles aujourd'hui et qui devrait aller vers tout ce qui est marchandises diverses. Alors, on avait discuté hors micro à la dernière interview du fait que comme on avait une espèce d'alignement de planètes, vous qui êtes premier vice-président de l'Aglo, qu'on avait le président de Médecins de France qui s'appelle Jean-Paul Ortiz, qui était président donc des Médecins de France, et qu'on avait une secrétaire d'État, Madame Ségolène Neuville, est-ce que de cette idée que, au prétexte entre guillemets de l'hôpital transfrontalier, réintroduire ce qui s'était fait dès le Moyen Âge ici, à savoir une antenne de l'université de médecine, mais qui serait transfrontalière. Alors, est-ce que l'idée est envisageable ou pas? Alors, je vais tenir un conseil consultatif, je crois que c'est début novembre, à Pucerda, à l'hôpital de Pucerda, où cette question sera évoquée, mais d'ores et déjà, nous avons déjà des médecins qui viennent faire leur internat, enfin des jeunes médecins qui viennent faire leur internat de Gérone, qui viennent faire leur internat à Pucerda. Alors, je sais qu'il y a cette idée de pouvoir faire l'internat à des médecins français à l'hôpital de Pucerda aussi. D'accord. Donc, alors je ne vous dis pas que c'est à la seconde, mais bon, l'hôpital vient d'ouvrir il y a un an, nous avons eu quand même un certain nombre, pas de problèmes particuliers, sauf qu'il fallait mettre en compatibilité les ordinateurs, la gestion, etc. Tout ça est fait. Hein, la lecture aussi des bilans, tout ça est fait. Alors maintenant, effectivement, on peut passer à cette phase où il y aura la rencontre à la fois des étudiants et après la possibilité de construire dans le cadre européen un centre de recherche et de valorisation de tout ce qui est médecine, enfin, et sûrement, alors avec le concours des universités. Je vais essayer de m'y employer, je ne dis pas que je réussirai. Parce que, est-ce qu'il y a déjà eu contact avec Ségolène Neuville et Jean-Paul Ortiz pour... Non. Sur ça, non. Moi, j'ai déjà développé ça, mais je pense que on pourrait, effectivement, il faudrait, bien sûr, il faut le faire, mais bon, moi, je ne suis plus aux commandes, voilà. aux vraies commandes. Hein, ce sont ceux qui sont dans la majorité, je dirais, nationale, qui peuvent impulser ce type de projet, mais je pense que sur le territoire, on pourra le développer. Alors, on n'a pas parlé d'une chose, c'est la culture. J'ai été surpris, entre guillemets, parce que c'était la première fois que je l'entendais de la part d'un homme politique. Je me rappelle, il y a des années, devrais-je dire des siècles en arrière, quand je parlais à Claude Barat de la culture, il me dit... La culture, ça ne sert à rien, ce qu'il faut, c'est la croissance. J'ai posé la même question à M. Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, il m'a dit, il a été surpris que je lui pose la question d'ailleurs, et il m'a répondu, en tout cas, on ne fera pas de la culture à la Jack Lang. Alors, dans le projet de territoire, est-ce qu'à l'instar du maire de Collioure qui me dit, la culture, c'est un investissement et ça rapporte de l'argent, vous, Monsieur Calvet, vous estimez que la culture aussi, dans votre projet, ça en fait partie. Et me dites pas qu'on a le théâtre de l'archipel parce que ça va pas durer longtemps la discussion. Non, je vous dis pas qu'on est le théâtre de l'archipel. Je vous dis simplement que, nous avons un conservatoire sur lequel nous avons investi plus de 10 millions d'euros, Oui. qui est un conservatoire qui marche bien. Il y a plus de 3000 élèves. Il y a une reconnaissance, Daniel Tosi, qui a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices, et Roger Rigaille qui préside maintenant au Destiné en tant que vice-président. Franchement, là, il y a je dirais, une très belle réussite. Réussite du conservatoire, je dirais, noyau dur, Perpignan, mais réussite dans tous les conservatoires, les annexes de conservatoires de nos villages.
Ici au Soleil, je n'aurais jamais pensé qu'il y ait plus de 200 élèves dans le seul Soleil qui soient élèves du conservatoire de Perpignan. Et donc nous avons des cours, il y en a à Toulouse, enfin, il y en a partout, il y en a à Pézy, dans les moindres villages. C'est une réussite de l'agglomération. La compétence qui assume l'agglomération dans ce domaine est une vraie réussite. Alors, après... Est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Parce que par exemple, est-ce qu'une agglomération de la taille de Perpignan peut se priver d'une école d'art? Du théâtre, etc. Enfin du théâtre, mais de la mise en valeur de la production locale. Parce que pour faire venir des gens, il y a des catalogues pour ça et c'est pas terrible. Est-ce que au-delà de ce qu'on fait très bien sur le conservatoire, la production artistique plastique est-elle assez encouragée? Théâtrale, scripturale, vous avez un beau-frère écrivain, est-ce qu'on met en valeur assez les écrivains, etc., etc. Donc la culture au sens large et musicale. Est-ce que nous sommes en train de réfléchir sur la lecture, sur un certain nombre de choses. Daniel Pagès a fait un très grand travail là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il faut reconnaître les choses, nous avons besoin de construire une plateforme, je dirais, une espèce de charte culturelle de l'agglomération. Je dis une charte parce que si je dis une compétence, ça suppose des transferts de locaux. Alors on dit, ah mais bon, l'archipel déjà, nous payons, comment il y a le théâtre de Saint-Estève, il y a, la salle Jean-Pia à Canet, il y a les très belles salles aussi de Cabestany. Bon, il y a déjà... Et si au lieu de payer du BTP, on payait des artistes pour grandir ici? Alors je prends souvent, je fais une petite... j'avais une discussion avec Michel Pinel qui me disait, quand il était jeune adjoint, il y a très longtemps, du temps de Paul Alduy, j'ai fait venir le Royal de Luxe. Et je faisais remarquer que si la mairie de Nantes n'avait pas trouvé du talent au Royal de Luxe, n'avait pas investi dans le Royal de Luxe, eh ben Nantes est connue aussi parce que le Royal de Luxe fait le tour de la planète. Et quand est-ce qu'on va investir dans les artistes d'ici? Je dis pas locaux parce que ça peut paraître péjoratif. Et à partir de là, c'est pas les bâtiments qui feront rayonner la culture, mais les artistes eux-mêmes. Alors justement, donc si vous abordez la question sur les infrastructures, par le biais des infrastructures, à mon avis, ce sera un échec. Parce que les maires, dans notre communauté notamment, ne sont pas prêts à voir ces bâtiments pris en charge par l'agglomération. Si on aborde le problème sur l'aspect de la production artistique et sur l'aspect accueil des artistes, et donc sur l'aspect construction d'une charte, justement, dans laquelle l'agglomération jouerait un rôle important, à la fois pour recevoir des spectacles et pour essayer de promouvoir les artistes locaux, je dirais, dans une palette très ouverte. Il nous manque une école, une vraie école de théâtre. Il y a des bribes de choses qui sont faites, le conservatoire. Il faut une école de théâtre, il faut une école de chant. Il faut, et de tous ces orchestres, il y avait à Saint-Assiscle quelqu'un qui avait fait un petit truc pour les groupes départementaux, qui ont fermé, bon, mais à titre privé. Mais ça nous manque. Moi, ici, C'était la Rocochon, on parle de ça ou c'est autre chose? Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en tout cas, ça existe toujours, mais il n'y a plus que les locaux pour qu'il y ait de répétition. Bon. C'est une bonne anarchie, c'était autogéré, enfin bref. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons, nous, intervenir, au niveau pareil de la lecture, au niveau... bon, là, il y a tout un tas de choses, et je pense qu'il faudrait construire, dès que nous serons installés, la communauté urbaine, à partir de janvier. Moi, je ne suis pas compétent, peut-être, voilà, j'ai l'idée, mais je ne suis... faudra trouver. On n'est jamais compétent je tout seul. Je ne suis pas omniscient, voilà. Et j'ai besoin de tout le monde pour comprendre les choses, mais je m'intéresse aux phénomènes. Et celui-là est primordial pour que le territoire crée des événements. Alors après, on peut être pour ou contre
ce qui est fait à Electro Beach, ce qui est fait à Argelès. Bon, allez. Mais franchement... Oui, mais là, Electro Beach et non, Argelès, c'est des gens qui viennent de l'extérieur connus. oui, mais on pourrait peut-être profiter de ceux qui viennent connus à l'extérieur, peut-être que les nôtres donner une part de chance, mixer, je dirais, c'est le mot, voilà, tout ça. Mais il faut que nous, on ait une charte et qui marque une volonté. Car aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de cette question. Oui, oui. Nous l'avons effleuré dans le territoire, dans notre projet de territoire. Il y a, mais nous avons effectivement à mettre en musique, si je puis dire, oui, c'est l'ensemble de ces personnes, la créativité. Comment on favorise cette créativité. Voilà, et comment... parce qu'on va toujours chercher, d'ailleurs pour tous les postes importants, on va toujours parfois chercher des gens à l'extérieur de notre département, sous le prétexte qu'ils seraient plus intelligents et plus vertueux que nous. Non, il y a de vrais talents sur le plan de l'administration, sur le plan de la gestion, sur le plan de l'entreprise, sur le plan de la créativité musicale, littéraire. Voilà, il y a des gens, et donc ceux-là, on ne les regarde pas. Voilà. Parce qu'on a toujours ce fantasme formidable que c'est mieux ailleurs que chez nous. C'est le syndrome du provincial. Chez nous, il y a de vrais talents qui sont à faire découvrir, à aider. Et il faut leur donner le droit d'avoir cette grande respiration qui peut être utile au territoire et effectivement l'enrichir dans tous les sens du terme. On ne parle pas que d'argent. Voilà, on ne parle pas que d'argent, mais voilà. Donc, voilà. Et là, il y a un travail à faire autour d'une charte culturelle qu'il faut bâtir pour voir vers où on va, quels sont les événements, comment on peut faire, comment on peut favoriser l'éclosion de tel ou tel... par exemple, on pourrait très bien imaginer sur notre territoire une école de théâtre qui, tout l'été... animerait les différents patrimoines qui sont visités en permanence avec des représentations. Ça se fait ailleurs. Hein, vous allez dans le château de la Loire, à Blois, vous avez des gens qui font des représentations, etc., des petites scènes ici, là, et qui animeraient tout notre patrimoine l'été. Voilà, un certain... Après, l'hiver, il faut peut-être d'autres choses. Mais à part Boîte à Clous, qui imagine, qui fait des spectacles un peu comme ça, nous n'avons pas, nous, de spectacles nulle part. Alors, il y a une petite structure qui s'appelle Just One Life, qui est fait par une Stéphanoise, donc Saint-Estève, qui a fait venir Mohamed Noir, que moi j'ai connu à Saint-Jacques, puisqu'on était voisins, qui était sur Radio Zigomar, qui est passé au point de virgule au Jamel Comedy Club, qu'elle a fait venir la première fois ici. Il n'y a pas que Boîte à Clous, donc... non, je dis Boîte à Clous parce que je trouve qu'il y a un certain mérite de faire des choses depuis des années. Bon, voilà, là-dessus, comme je trouve que c'est dommage qu'on ait arrêté les estivales. Oui, alors les estivales, c'était... Qui était un truc magnifique, et Madame Beau s'en occupait parfaitement. Enfin, elle a fait des trucs magnifiques. C'était de beaux spectacles. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas, voilà, alors qu'on ait voulu regrouper tout à la Théâtre de l'Archipel, à force, on a abandonné le Campus, qui était tout à fait original et tout à fait fait pour ça. Les artistes adoraient. Adoraient. C'était Carmen Maura qui a trouvé fabuleux, qui m'expliquait, ou même Césaria Évora, enfin bon bref, que j'ai eu en interview, c'est pour ça que, entre guillemets, on en a discuté, donc voilà quoi. Alors, dernière phase, en novembre, on a le forum gastronomique de Gérone à Gérone, tenu par Pep Paloff en Arendt. On y aura Carlo Petrini, qui est donc le créateur de Slow Food, qui vient par l'entremise de quelqu'un que vous connaissez un peu, Jean l'Héritier. Il y avait eu, il y a des années, la venue d'un stand de l'agglomération à ce forum gastronomique. Qu'en est-il cette année? Et si oui, qu'est-ce qu'on y met dedans? Écoutez, on prend un peu de cours parce que je n'ai pas
c'est au mois de novembre, donc... Et de manière générale, la production agricole de qualité, bio, oui, circuit tout court à fait, ici... j'espère que, en tout cas, je vais voir un peu tout ça, mais j'espère que ça a été un peu préparé, je ne sais rien. Sinon, ça sent la tabasse, là, Sinon, ça sent la mandale dans la tronche. Hein. On va recevoir, là, on va recevoir, à juste titre, puisque... Parce qu'on a quand même une grosse capacité de production, même du bio, de la qualité, etc. Donc, ça, sur ce territoire, là aussi, pareil. Il faut vraiment, et ça c'est avec le département que nous devons le faire, pour le moins. Travailler avec le département, mais vous n'y pensez pas, ils sont socialistes. Non, mais bien sûr, mais non, mais écoutez, c'est l'intérêt général d'abord. Vous savez, Oula, vous carrément là. on a oublié l'essentiel, et il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est de travailler pour son territoire, l'intérêt général. Un jour ou l'autre, je m'arrêterai, et quand je m'arrêterai, je voudrais essayer de laisser un certain nombre de choses qui dépassent simplement l'intérêt politique. Enfin, voyons, quand on travaille sur la rivière, sur la tête, où on est en train de travailler, eh bien, il y a effectivement la tête, puis les Bouillouses, jusqu'à la mer, et la Sègre jusqu'à l'Érida et jusqu'à l'Èbre. Voilà, ce sont des rivières qui méritent tout intérêt. Alors évidemment, on passe sur des territoires qui sont de droite et des territoires qui sont de gauche. Mais c'est pas sur les territoires qu'on passe, c'est sur un patrimoine qui ne nous appartient pas, qui appartient